Alors, je suis ravie qu'on ait commencé par une présentation des grands principes et des points de droit, parce que ça a quand même son importance de rappeler ça. Et entre autres, ça a son importance, me semble-t-il, à une époque où, du fait du règlement européen, entre autres, on parle beaucoup de solutions techniques à ces problématiques, qui sont tout de même avant tout des problématiques politiques, économiques, sociales, et pas juste techniques. Donc c'est pas mal de commencer par rappeler qu'il y a un cadre démocratique pour penser ces questions-là, et qu'il y a un cadre juridique, et qui n'est pas récent en plus, en France entre autres, qui nous permet d'appréhender les questionnements qui doivent surgir quand on traite des données à caractère personnel. On va continuer sur un terrain plus militant cette fois, avec l'intervention d'Arthur Messot de la Quadrature du Net, qui va justement mettre en perspective toutes ces questions réglementaires avec des questions plus politiques, sociales et économiques. Donc, comme on vient d'être dit, je travaille à la Quadrature du Net. Alors, notre association, ça fait 10 ans qu'on milite pour la liberté sur Internet. Donc, on est des militants, on est payé par le public, on ne dépend pas d'organisation, de la CNIL ou quoi que ce soit. Moi, mon métier au quotidien, c'est d'aller voir des députés européens, français, des services des ministères français pour mettre en avant des valeurs telles que la vie privée, la liberté de communication, la liberté de se définir soi-même, etc. Donc, c'est principalement des arguments politiques que je vais mettre en avant avec un cadre juridique. Les enjeux politiques, pour être bien clair, dès qu'on parle de toutes ces questions, les dangers politiques contre lesquels on combat au quotidien, nous, c'est la surveillance d'État, donc tout ce qui va être loi renseignement, fichage de la population via les fichiers TES par exemple, ou divers fichiers de police. Donc d'un côté ça, de l'autre, la surveillance économique, dont le principal intérêt actuellement est de ficher l'entièreté de la population pour les mettre dans des cases qui permettront de faire la publicité la plus ciblée possible et la plus rentable. Donc on a deux adversaires symboliques assez clairs pour tout le monde, je pense, et qui vont s'attaquer à la vie privée, chacun avec leurs armes, et souvent en collaboration, hélas. Et aussi, dans nos débats qu'on a avec les différents décideurs publics, très souvent, ces deux acteurs, surtout l'acteur économique, surtout l'acteur qui fait cette surveillance de masse économique, met en avant systématiquement l'intérêt de son activité, la justifier son activité au motif que celle-ci bénéficierait à la recherche scientifique. C'est un argument systématique qu'on va retrouver, et vraiment, ces derniers mois, je l'ai entendu me l'être proposé de très nombreuses fois, au motif que leurs activités, ce que surveiller toute la population, ça servirait aussi à la recherche, et que du coup, ça légitimerait leur propension hégémonique. Donc je vais m'arrêter pas mal sur ce point aujourd'hui, vu que j'ai le plaisir d'être avec des chercheurs ce matin, pour un peu déconstruire, est-ce que vraiment vous êtes les alliés de Google, Facebook, Twitter, ou est-ce que plutôt, au contraire, ils ne sont pas un peu en train d'instrumentaliser votre position? Alors je vais diviser mon propos en 3 points. D'abord, revenir un peu sur les définitions de ce qu'on parle techniquement dans la pratique. On va sortir du droit, on va sortir un peu de la politique, pas très longtemps, pour parler des nouveaux outils qu'on nous vend comme pouvant révolutionner la société et les sciences, pour un peu les déconstruire. Ensuite, dans un second point, on va parler, une fois qu'on aura mis à plat le débat, on va voir quels sont les enjeux politiques qui s'en dégagent. Dans un troisième point, évidemment, on va réfléchir aux solutions qu'on peut opposer à ces enjeux, tant de la part des chercheurs que de la part de la société collectivement. Alors, donc, premier point, définition des outils et des termes du débat. Donc là, je vais vous prendre quatre termes qu'on voit être ressortis tant par la presse grand public, généraliste, que les différents politiques professionnels qui voudraient faire miroiter un changement de société important. Donc les quatre termes, c'est la big data. Je vais un peu m'arrêter sur ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de big data et en quoi il faudrait mieux ne pas dire big data mais d'autres choses. Algorithme, pareil, on va déconstruire ça. Intelligence artificielle. Et après, mon quatrième point. Oh non, j'en avais que 3 en fait. Bon, alors, premier point, big data. Alors, big data, vous l'entendez tout le monde, on présente ça comme une révolution. Alors, il y a deux façons
d'appréhender le terme, soit de dire big data, ça veut dire on a plein de données différentes et on va pouvoir faire des analyses de grande échelle sur des populations très importantes et analyser des caractéristiques très variées sur chaque individu de cette population. Donc ça, c'est quand on s'intéresse aux individus, et on peut faire du big data en regardant les étoiles, en regardant les particules élémentaires de la matière. Et tout un tas de big data, on peut dire, l'idée c'est on va traiter un grand nombre de données. Donc ça, on ne voit pas très bien en quoi c'est une révolution, parce que c'est juste un changement d'échelle, et de nature, ça reste la même chose. Après, il y a une seconde façon d'aborder le big data, et c'est celle-là, je pense que politiquement, il faut retenir pour développer le sujet, et du coup arrêter de dire big data. Ça serait ce que je vais appeler ici l'analyse inductive d'informations. Alors, je vais détailler ça. L'idée, c'est, d'une façon ou d'une autre, on reviendra sur ce procédé plus tard, mais d'une façon ou d'une autre, des personnes ont réuni une très 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 grande quantité d'informations. Alors bien sûr, là, on va s'arrêter sur des informations qui concernent des individus, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, d'une façon ou d'une autre, on a des informations sur, on va dire, 2 millions d'individus, et on a tout un tas de caractéristiques, leur âge, leur comportement sur Internet, leur fréquence d'échange en communication avec leurs proches ou avec leurs collègues, etc. On a plein d'informations. Et l'idée du big data, là où il y a un changement un peu de paradigme, c'est que plutôt d'utiliser toutes ces informations extrêmement nombreuses pour aller valider un modèle scientifique, ça c'est le travail scientifique de base, on a un modèle théorique, par exemple les jeunes consomment plus d'alcool en dessous de 18 heures, voilà. On va confronter ce modèle à l'expérience ou à des données pour le valider ou l'infirmer, plutôt pour vérifier qu'on ne va pas l'infirmer. Ça, c'est le travail scientifique de base. Et le big data nous dit, en fait, non, on a juste des données sur énormément de caractéristiques et d'individus. On a tellement nombreuses qu'en fait, on va les utiliser pour deviner des corrélations. Deviner des corrélations entre différents comportements sociaux, ou entre des comportements sociaux avec une nature, je ne sais pas, biologique ou quoi que ce soit. Et la logique, c'est qu'on a tellement d'informations que des modèles peuvent apparaître d'eux-mêmes juste en faisant de l'analyse de toutes ces informations. Donc on passe classiquement, je pense que les chercheurs en sciences sociales comprennent très bien, comme je dis, le travail scientifique classique en modèle qu'on va confronter à des données. Donc là, on ne part pas avec un modèle, on part avec rien, et on va chercher des corrélations. Alors ça, ce travail, il devient extrêmement clair dès qu'on pense à ce que fait la publicité ciblée, à ce que font en fait nos ennemis principaux, donc Facebook, Google, Twitter. Facebook, lui, ce qu'il veut, c'est faire des corrélations entre des comportements sociaux et des comportements économiques. Donc il a énormément de données et il va voir, je vous donne un exemple tout à fait concret, alors je ne sais pas si c'est véritable, je ne pense pas, mais il a constaté par exemple que toutes les personnes qui entre leurs 15 ans et 20 ans ont aimé des pages publiques ou des photos de dauphins, adorent les dauphins, et bien dans 45% des cas, ces personnes systématiquement, dès qu'on leur propose de commander une pizza aux ananas, dans 45% des cas, ils vont tous les acheter. Alors on voit que c'est une pure corrélation, la causalité semble complètement rompue, il n'y en a aucune. Et Facebook en fait se moque complètement du rapport de causalité entre ces deux comportements, vu que en fait cette corrélation, si elle est juste dans 45% des cas, et Facebook en est sûr, ça suffit largement à vendre cette information aux gens qui vendent des pizzas à l'ananas. Parce que dans 45% des cas, pour vendre à coup sûr à des personnes, c'est parfaitement satisfaisant. Donc ça, le big data, ça serait ce changement, ça serait passer d'une analyse de données pour vérifier un modèle à, ici on va analyser des données pour découvrir des modèles, pour découvrir des corrélations. Alors ce qui est très intéressant comme changement, du coup, cette nouvelle façon de procéder, cette nouvelle recherche exige qu'on ait des très grosses bases de données qui vont concerner énormément de personnes, exige de les constituer sans savoir même ce qu'on cherche à la base. On se dit, on les constitue et d'elles-mêmes vont apparaître des corrélations qui peut-être vont nous intéresser. Alors ça c'est le premier point sur Big Data, je pense que c'est important de voir ça politiquement. Donc, là c'est pas tellement politique, c'est plus de l'aspect scientifique et c'est ça. Ensuite, le point algorithme, je vous disais, alors algorithme, je pense qu'il faut vite qu'on arrête d'utiliser ce terme tous, car c'est juste une façon de dépolitiser entièrement certaines pratiques. Alors moi je préfère parler, alors algorithme, là même si je vous dis, peut-être que ça vous évoque rien pour vous, donc je ne vais même pas vous donner des exemples, je vais directement vous donner ma définition. L'algorithme, ce qu'on appelle algorithme, on devrait l'appeler
des règles d'analyse ou de comportement. Donc c'est les règles qui vont être données à un programme ou même à un chercheur, des règles qui vont s'appliquer à un chercheur pour trier les informations qu'il a dans sa base de données, ou ça peut être aussi des règles de comportement qu'on va donner à un individu ou à une machine pour, en fonction des événements qu'il reçoit, s'adapter ou faire des choix d'analyse. Alors, ces règles-là, si j'utilise le mot règle, c'est parce que c'est bien plus facile de questionner les fondements moraux ou politiques d'une règle. La règle, ça renvoie à la loi, ça renvoie à la morale, que algorithme. En fait, les deux mots en pratique, ils vont vouloir dire la même chose. L'algorithme, ça va être souvent le programme informatique qui va exécuter les règles, mais il va les exécuter assez objectivement. En fait, ça ne nous intéresse pas trop de savoir quels sont les facteurs de pondération ou quoi que ce soit qui va être utilisé dans le programme. Alors, ce qui nous intéresse le plus politiquement, ce sont ces règles-là. Alors, un exemple concret, quelques exemples concrets vous aideront à voir en quoi c'est important de revenir en politique. Il y a un sujet dans lequel le terme algorithme va très souvent revenir. On parle de gouvernance algorithmique. Ça va être ce qui se passe sur Google, c'est-à-dire les informations que vous affiche Google sur son moteur de recherche, ou ce qui se passe sur Twitter ou Facebook. C'est, peut-être que vous ne le savez pas, donc je vous le dis, Twitter et Facebook, quand vous l'utilisez, les informations que vous voyez sont spécifiques au profil qui a été déterminé par vous. Sur Facebook, si vous avez 30 amis, et que vos 30 amis, chaque jour, publient en ligne un message, vous n'allez pas voir les 30 messages. Facebook va sélectionner certains messages en fonction de ce qu'on considère devoir vous être montré, et vous n'allez pas voir tous les messages. Pareil sur Twitter, si vous suivez 1000 personnes et que chacune fait un tweet par jour, vous n'allez pas voir les 1000 tweets, ou pas dans le même ordre. Et la façon dont tout ça va être trié, sur Twitter, sur Facebook ou sur Google, sur le moteur de recherche, tout ça dépend de règles. Alors, on va vous dire, oui, c'est des algorithmes. Alors, c'est une équation mathématique qui va pondérer, etc. Bon, d'accord, Nelson, c'est un mathématicien, mais il y a des règles. Les règles politiques qui sont appliquées par ces trois acteurs sont assez simples. Le but de ces trois acteurs, c'est de vous mettre dans des cases de plus en plus précises, de vous attribuer les critères les plus discriminants possibles. Parce que le but de ces trois sociétés, c'est de faire la publicité ciblée, et plus elle peut vous attribuer un critère discriminant, donc dans mon cas d'avant, c'était le fait qu'entre 15 et 20 ans, vous aimiez beaucoup les dauphins, plus elle peut vous attribuer un critère discriminant, plus elle pourra vendre la publicité ciblée cher. Et que, partant, ces trois entreprises vont vous présenter des informations selon cette règle, donc des informations qui vont correspondre aux critères qu'elle imagine vous prêter, et vous-même, vous allez confirmer cette hypothèse. Facebook va vous montrer 10 publications qu'elle pense correspondre à votre profil, et vous, parmi les 10, il y en a 2 que vous allez liker. Donc Facebook va dire, non seulement il confirme le fait que c'est des publications qui l'intéressent, mais en plus, on va affiner de plus en plus ce qu'on lui montre en fonction de ce qu'il a liké. Et l'algorithme de ces trois entreprises, en fait, c'est des règles politiques très simples, c'est de nous mettre dans des cases, de plus en plus précises pour pouvoir réguler notre comportement économique. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est beaucoup plus agréable de parler en droit et en politique que de juste parler d'algorithmes et de mathématiques et d'informaticiens. Les informaticiens, laissons-leur faire leur travail, eux tout ce qu'ils font c'est mettre en place des règles politiques. Donc nous parlons plus d'algorithmes, et le dernier point ça va être intelligence artificielle, donc qui va être un peu en prolongement de cette idée d'algorithme. Donc, encore une fois, intelligence artificielle, ça peut vouloir tout et rien dire. Si on veut appeler une calculette intelligence artificielle, après tout, pourquoi pas. Dans un jeu vidéo, vous jouez contre des joueurs intelligence artificielle. On voit très bien que ce n'est pas de ça dont le débat politique essaie de parler. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de logiciels qui vont mettre en place des règles politiques, celles que vous avez créées avant, et qui vont adapter certains critères ou certaines règles en fonction des analyses et changer leur comportement. C'est rien de plus compliqué qu'un chercheur, un chercheur qu'on aura modélisé très simplement un logiciel, qui va suivre des instructions, des objectifs politiques, des objectifs de recherche, selon les modèles qu'on lui aura donnés. Et ce qui est très important dans le débat, c'est que intelligence artificielle comme algorithme, ces deux termes vont être utilisés souvent pour masquer qu'en fait, on parle de surveiller les gens, on parle de ficher les gens. Dans la plupart des débats qu'on a, il est question de données personnelles, il est question de surveiller des individus pour après réguler leur comportement économique ou sociaux. Donc dès qu'on parle d'intelligence artificielle ou d'algorithme, les gens s'éloignent de cette idée que ça va toucher des vrais individus, et on pense que c'est quelque chose qui concerne que les scientifiques ou que les informaticiens. Alors qu'encore une fois, ça nous concerne tous,
Donc utilisons des mots plus politiques. Donc à la place de parler de big data, parlons d'analyse des comportements des individus. À la place de parler d'algorithmes, parlons de règles d'analyse des individus. Donc ça, c'est pour avoir un peu reposé les termes du débat, et ce qui va nous permettre peut-être de voir plus clairement les enjeux politiques. Alors, les enjeux politiques dont je vais vous parler, bien sûr, moi, c'est que quand ces différents outils vont être utilisés pour cibler les individus. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut concerner autre chose que les individus, des astres ou la matière. Là, c'est sur les individus. Et la première question à se poser, c'est quand on a une base de données qu'on va vouloir traiter en mode big data ou en mode algorithme, on a cette base de données. Donc, la question que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est d'où viennent les données? Alors, les données peuvent venir de 3 endroits. D'abord, elles peuvent être collectées directement par la personne qui a fait la base de données auprès des individus. Donc ça, je pense que c'est ce que les chercheurs en sciences sociales ont l'habitude de faire, d'aller faire des questionnaires, d'aller faire des études de terrain, en demandant aux gens de répondre à leurs questions avec leur consentement. Et là, c'est assez simple. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes politiques derrière ça, tout le monde comprend ce qui se passe. Ensuite, la seconde façon d'établir la base de données, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la réutilisation des données. Donc les données d'abord ont été fournies par les individus à un service, par exemple quand elles ont été publiées sur Twitter, et ensuite elles vont être réutilisées à une autre finalité. Et en fait, Twitter va constituer une base de données pour son propre objectif, et d'autres personnes pourront venir utiliser cette base de données dans différentes conditions qu'on verra après. Et la troisième façon de faire la base de données, c'est de collecter des informations sur les individus sans être en contact direct avec eux et sans que personne ne l'ait jamais été, donc à la reçue par l'extérieur. Ça, il y a trois façons de faire ça. Alors, c'est pas forcément directement depuis l'extérieur, mais en tout cas, dans les cas que je vais vous donner, il n'y a pas de rapport contractuel, il n'y a pas de discussion directe sur ce point. Donc il y a 3 façons qui sont actuellement débattues au niveau politique et législatif. Alors la première, c'est la géolocalisation. Alors j'insiste sur ces 3 façons parce que c'est vraiment le cœur du débat et de très bons exemples des enjeux politiques. La première, c'est la géolocalisation. Alors actuellement, au niveau de l'Union européenne, il y a un règlement e-privacy qui va préciser le règlement général dont on parlait là. Le règlement e-privacy est en train d'être débattu, il n'est pas fini. Et cet enjeu de géolocalisation, actuellement, il prévoit que les individus pourront être tracés via leur smartphone ou leur téléphone sans leur consentement pour différentes raisons, pour différentes finalités. Donc là, on voit qu'on peut constituer une base de données sur tous les individus d'une ville, juste en suivant leur smartphone, c'est très simple à faire, sur leur consentement, et faire une base de données très importante sur leur trajectoire, là où ils s'arrêtent, là où ils restent 8 heures par nuit, donc c'est là où ils vivent, là où ils restent 8 heures par jour, là où ils travaillent, on peut faire tout un tas de données très riches avec ça. Et les 2 autres points, ça va être le traçage sur Internet, encore une fois, qui pourrait être complètement autorisé sans consentement pour des fins de grandes statistiques, de big data, et l'analyse des métadonnées. Donc les métadonnées, ça va être toutes les informations qui vont avoir trait à vos communications, avec qui vous parlez, quand, à quelle fréquence, d'où est-ce que vous parlez. Donc les métadonnées, ça va être d'où est-ce que vous passez votre coup de fil, quelles sont les 4 personnes avec qui vous parlez le plus par jour, par mail ou par WhatsApp, etc. Et encore une fois, on voit que toutes ces informations peuvent permettre de constituer des bases de données très importantes sur le comportement des gens. Parfois, ça fait du comportement heure par heure ou seconde par seconde sur à peu près tout le monde. Et très simplement, toutes les personnes qui ont un téléphone dans leur poche, qui envoient des mails et qui utilisent Internet, ces outils permettent de faire des statistiques sur eux tout à fait précises et très variées. Donc là, voilà, 3 façons de constituer une base de données type Big Data. Alors les 2 dernières façons, qui se font sans le consentement direct des individus, sont celles évidemment qui vont poser un problème politique, parce qu'elles peuvent conduire à la surveillance de masse sans le consentement des personnes. Ça, vous comprenez, on va pas développer sur ça. Alors, comment les données peuvent être utilisées pour réduire ces risques, ou comment en tout cas les acteurs essaient de minimiser les risques, mais de façon peu convaincante. Alors la première idée, c'est on va anonymiser tout ça. On va prendre la base de données, mais dans la base de données, on va rompre toutes les informations qui permettraient de les rattacher à des individus précis. Donc c'est ce qu'on présentait plus tôt. L'idée qu'on ne peut pas de la surveillance de masse si on ne sait pas qui est-ce qu'on surveille.
Alors d'abord, il y a un point scientifique important à faire sur ça. Là, je n'ai pas la liste des études à vous proposer, mais l'idée d'anonymiser des données personnelles, un jeu de données personnelles, faire en sorte qu'on ne puisse plus le rattacher à un individu précis, va priver ce jeu de données très souvent de toute pertinence de recherche. En fait, si un jeu de données sur un individu, une population, nous permet d'apprendre des choses sur cette population, c'est bien souvent qu'il est suffisamment riche pour qu'on puisse le regrouper avec d'autres informations pour pouvoir individualiser chacun des jeux et le rattacher à un individu précis et identifiable. Donc c'est un paradoxe, mais peut-être une sorte de paradoxe. Plus on veut protéger les données en les anonymisant et en protégeant les individus qui sont derrière, moins les données sont pertinentes, moins elles sont rentables quand on veut faire du business, moins elles sont pertinentes en termes de recherche quand on veut faire de la recherche. Donc cette voie déjà de se dire, bon, éviter de faire de la surveillance de masse en anonymisant, on voit que cette voie déjà, dans la très grande majorité des cas, va être bloquée juste par cet effet de... En fait, c'est extrêmement facile quand on a beaucoup d'informations de savoir à qui elles sont rattachées, même si on n'a pas le nom de la personne. Un exemple tout simple sur ça, c'est sur la géolocalisation. Si vous savez où était une personne dans Paris par exemple à 15h, et si vous savez où est-ce qu'elle était à 2h du matin, ces deux informations, si vous les avez pendant une semaine ou un mois, elles permettent très facilement de savoir de qui on parle, parce qu'en fait elles disent où est-ce que vous habitez et où est-ce que vous travaillez, et des personnes qui habitent et travaillent au même endroit, en général il n'y en a qu'une dans la plupart des cas. Donc il suffit d'avoir ces deux informations sur quelques jours pour ensuite pouvoir immédiatement savoir à qui elles sont rattachables si on les retrouve avec d'autres informations par ailleurs. Et on voit que juste deux informations, c'est le minimum pour commencer à faire un peu d'études de déplacement des personnes, et juste deux, ça suffit à enlever tout espoir d'anonymisation des données. Donc on ne peut pas anonymiser. Alors, on pourrait dire, d'accord, on ne peut pas anonymiser, mais une autre solution, ça pourrait être de garder les données secrètes. Nous, on va bien les utiliser, les données, on ne va pas faire de la surveillance de masse, pourrait dire une entreprise. Mais si vous êtes inquiet, soyez sûr, on va garder les données secrètes. Alors là se pose un autre problème important, c'est que garder les données secrètes, ça crée un déséquilibre de l'information. C'est-à-dire que les entreprises, très grosses entreprises, Facebook, Google, etc., qui vont avoir une connaissance très fine des comportements de la population en général, vont pouvoir réguler la population avec des pratiques de masse de façon unilatérale. Donc les États ne pourront pas faire ça, et aussi dans le secret absolu, et les individus ne sauront même pas quelles sont les règles qui leur sont appliquées et pour quelles raisons. Donc là on voit que le secret n'empêche pas de mener à la surveillance de masse, mais peut en plus mener à la surveillance de masse secrète. Donc le secret n'est pas une solution, donc on peut se dire... Donc on peut se dire, alors non, publier des données qui ne sont pas anonymes, c'est pas non plus raisonnable, mais on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même, si on écarte tous ces cas qui sont politiquement inquiétants, est-ce qu'il n'y aurait pas certains cas limites dans lesquels on pourrait quand même faire du traitement de masse d'informations? Si les données, vraiment, on arrive à les anonymiser, bon tant pis, elles ont perdu un peu en valeur, etc. Et en plus, on les publie, on fait les deux à la fois, comme ça, il n'y a pas un déséquilibre informationnel, elles sont anonymes et publiées. Est-ce que ça serait pas politiquement au moins quelque chose d'acceptable? Et là, je vais vous poser un exemple pour vous dire qu'en fait, même dans l'absolu, si c'est anonyme et public, ça continue à poser des problèmes politiques. Donc c'est un exemple fictif que je vous donne. Ça serait une statistique qu'on aurait faite à partir de points de géolocalisation sur des personnes. Les statistiques seraient anonymes, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas à qui on pourrait rattacher personne. Et ces statistiques diraient les personnes qui ont entre 25 et 30 ans, qui vivent dans le 11e arrondissement de Paris, qui ont fait des études supérieures de plus de 5 ans, dans 85% des cas, elles passent 3 soirs par semaine aux alentours des bars d'Oberkampf ou des bars de Ménilmontant. 3 fois par semaine pendant entre 3 et 4 heures. Donc là, ça ne dit rien sur personne, c'est des données publiques, donc tout le monde peut les réutiliser pour faire des recherches, etc. Seulement, le problème, c'est que 95% des personnes définies sont dans ce cas. Parce qu'en fait, moi je fais partie des personnes qui habitent dans le 11e et qui ont 5 ans d'études supérieures et entre 25 et 30 ans. Et quand je vais faire un entretien d'embauche pour la CNIL, par exemple, la personne qui va me recevoir sait où j'habite, sait quelles études j'ai fait, sait quel âge c'est, et du coup saura qu'il y a 95% de chances qu'en fait, 3 fois par semaine, je me saoule la gueule avec mes potes toute l'année.
Et alors, les statistiques sont anonymes et ne me concernent pas directement, mais on voit très bien que politiquement, comment je fais pour me débarrasser de ça, comment je dois prouver que je ne suis pas alcoolique. Alors, même si je suis alcoolique, en quoi ça regarde la CNIL. Donc voilà, donc on voit qu'il ne suffit pas de... la CNIL ou n'importe quel employé. Donc il ne suffit pas d'anonymiser, il ne suffit pas de publier pour échapper aux problèmes politiques. Alors, du coup, j'ai réfléchi, je vais vous proposer des solutions. Je suis très long ou pas là? Un peu. Un peu? Mais c'est bien. Oui, je suis une On demi-heure. avait un tout petit peu d'avance. Ok. Donc là, sur les solutions, on va aller vite sur les solutions, mais bon, parce qu'elles ne sont pas si simples. L'idée, c'est... Ok, c'est compliqué de ne pas faire de la surveillance de masse, c'est compliqué de ne pas surveiller les gens contre leur volonté, mais il y a quand même des finalités, il y a quand même des objectifs légitimes qu'on peut poursuivre. Si vous voulez faire de la recherche en faisant du big data, en prenant des grosses bases de données, mais peut-être que vous allez tirer des conclusions utiles pour la société. Par contre, si vous voulez faire de la recherche pour faire de la publicité ciblée et mettre les gens dans des cases, ça ne sera pas légitime ça. Alors comment on fait collectivement, comment on fait pour décider qu'est-ce qui est légitime et pas légitime, et comment on peut traduire ça en droit éventuellement, ou en éthique personnelle pour la recherche. Alors là, ce qui est important pour comprendre la légitimité des pratiques, c'est de bien distinguer les deux étapes dans les outils que je vous ai décrits. La première étape, et la plus importante, c'est la constitution de la base de données. C'est celle qui va faire qu'on ait un très gros volume d'informations qui va être utile pour faire de l'analyse inductive et de découvrir des corrélations. Et une fois que la base est créée, évidemment tout le monde a envie de l'utiliser vu qu'elle est là, éventuellement en payant ou en la rendant publique ou quoi que ce soit. Donc ça va être l'enjeu critique politique. Et ensuite, la seconde étape, c'est l'utilisation de la base. Donc l'utilisation de la base, on peut la restreindre, on peut la contrôler en disant, mais en fait, vous pouvez accéder à la base que si votre intérêt, c'est de faire de la recherche pour l'intérêt public, ou si votre intérêt, c'est de travailler pour la CAF, ou de servir la police. Donc c'est de limiter l'accès à certains acteurs, à certains intérêts. Et en fait, on voit bien que c'est extrêmement difficile de limiter l'accès à une base qui est déjà constituée, parce que tout le monde voit l'intérêt d'exploiter cette base, et chacun irait se plaindre, oui, mais pourquoi mon voisin peut l'utiliser et pas moi. Certains iraient juste simplement essayer de pirater la base, ce qui dans bien des cas est arrivé. Et qu'on voit que l'enjeu politique et l'enjeu de protection de nos libertés va être de limiter la constitution de la base. Alors, cette constitution, pour reprendre les cas exposés dans le cadre réglementaire, si on veut qu'elle soit légitime, c'est pas très compliqué comme premier critère, on peut juste exiger qu'on constitue une base si elle est indispensable pour poursuivre un intérêt légitime. Donc, voilà, une finalité légitime. Ce qu'on appelle une finalité légitime, hein, comme je vous dis, c'est un peu ce qu'on veut. C'est collectivement, on décide qu'est-ce que c'est que la finalité légitime. Ça peut être par la loi. On va décider que, voilà, je vous ai dit, la CAF a besoin de faire des fiches la CAF a besoin de faire des fiches sur les individus pour leur attribuer des allocations ou quoi que ce soit. Ça peut être la police ou la justice qui fait ça pour les antécédents judiciaires. Ça peut être EDF qui fait une fiche sur vous juste pour vous facturer tous les mois ou tous les ans. Donc ça, c'est des finalités légitimes qui ont été décidées collectivement par la loi ou par des contrats. Et donc l'exigence, c'est que la constitution de la base soit indispensable à poursuivre cette finalité légitime. Il ne faut pas juste que constituer la base, ça facilite votre travail, il ne faut pas que ça le rende moins cher, que ce soit indispensable. Alors ça, ce que je vous dis, quand je dis il faut, c'est une conviction politique. Si un chercheur arrive, c'est très souvent on voit, un chercheur ou un urbaniste arrive et dit oui, on sait comment les trafics, on sait comment les voitures circulent dans la ville, parce qu'on a plein de capteurs partout, mais ça coûte cher, et puis ça demande beaucoup de gens d'aller vérifier que les compteurs tournent bien, d'être sûr que tel bouchon a bien été provoqué par telle cause. Alors que si on pouvait juste traquer les smartphones de toutes les personnes dans la ville, on verrait ceux par rapport à la vitesse qui sont en voiture, et on n'aurait même plus besoin de mettre des capteurs, il suffirait de rester chez soi, derrière son ordinateur, pour surveiller tout le trafic. Et moi ces gens-là, je leur réponds, du coup, vous voulez constituer une base de déplacement de tous les individus pour faire de l'analyse de trafic, alors que vous pouviez déjà le faire avant. Alors on va me dire oui, mais c'est tellement plus simple et tellement moins cher comme ça. Et là, politiquement, on peut vraiment s'opposer en disant votre base n'est pas indispensable à votre recherche, mais une fois que vous l'aurez constituée, même si elle facilitera votre tâche, il y aura énormément d'autres acteurs qui vont vouloir venir se greffer dessus. Vous, éventuellement, vous serez tenté de leur vendre, et le contrôle par la CNIL ou d'autres acteurs sera extrêmement difficile à faire une fois que la base sera là et que tout le monde voudra se la partager.
Donc les dangers sont trop forts pour vous autoriser à constituer cette base, juste pour rendre plus simple et moins cher vos études, qui en fait peuvent être faites de bien d'autres façons, beaucoup moins risquées. Alors, le problème en fait, et là je vais revenir à mon point de départ, et j'imagine que ce sera presque une conclusion. Le problème, c'est que souvent les bases pour faire du big data, pour faire de la recherche, soit de l'urbanisme, soit pour faire des smart cities, soit pour faire de la recherche scientifique, médicale ou en sciences sociales, ces bases sont déjà là. Souvent, je vous l'ai dit, c'est Facebook, Google, Twitter, ou on peut passer à d'autres services comme Uber qui va savoir d'où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous êtes allé, sur énormément de personnes, ça fait des données de localisation très simples. Ça peut être Orange qui sait où est-ce que vous avez borné votre téléphone pour passer chacun de vos appels. Ça peut être votre fournisseur d'accès Internet, Orange encore, qui connaît votre consommation sur Internet, les sites auxquels vous allez, peut le savoir en tout cas. Et l'idée de tous ces acteurs économiques, c'est de dire, regardez, on a constitué des énormes bases de données qui permettent de faire du big data et qui vont être utiles pour les chercheurs. Et qui vont leur permettre de faire de la lutte contre le cancer, de faire de la lutte contre les discriminations, les inégalités dans la ville, de pouvoir mieux desservir les zones exclues, et qui vont donner tous ces arguments en disant notre base de données, notre fichage généralisé de la population à fin économique, à fin publicitaire, en fait, il sert à la recherche, il sert à l'intérêt commun. Et alors là, si on reprend le raisonnement que j'ai avant, ils ont inversé les justifications. Ils disent, puisque notre base de données sert peut-être des chercheurs, vous n'allez pas nous empêcher de la faire, vous n'allez pas nous empêcher de la constituer pour des intérêts purement économiques qui sont a priori pas légitimes. Alors en fait, il va falloir se poser la question en premier, c'est est-ce que constituer cette base de données immense pour des intérêts juste publicitaires et économiques, c'est bien raisonnable? Là, il va falloir reposer le non, et à ce moment-là, les chercheurs auraient fait différemment. En fait, ces entreprises essayent simplement d'instrumentaliser les besoins de la recherche pour justifier leurs activités et pour justifier l'affichage de la population, menacent la population en disant mais si vous nous empêchez de vous ficher, vous allez freiner la lutte contre le cancer et la lutte contre les inégalités, etc. Alors que la seule façon de faire la lutte contre le cancer et contre les discriminalités, ce serait que les bases de données soient constituées directement par les chercheurs, qui eux limiteraient les données collectées aux seules données nécessaires pour leur recherche, et cette base de données serait constituée dès le début selon des intérêts légitimes décidés collectivement par la loi ou par le consensus scientifique. Alors le dernier élément, c'est sur le consentement, où j'aimerais insister. Je vous ai dit que surveiller la population, ça peut être légitime après tout, et qu'il fallait identifier chacune des finalités qui étaient légitimes et qui justifiaient cette surveillance, par la loi ou par le débat. Le problème, c'est qu'actuellement, ce débat, au niveau législatif, il est très pauvre. On nous explique souvent que ce serait trop long à faire, de faire secteur par secteur, de dire pour le secteur bancaire, pour le secteur médical, pour le secteur des assurances, si on devait à chaque fois définir quelles sont les finalités légitimes, ça nous prendrait trop de temps. Et ce qu'a fait la loi, c'est de dire, mais en fait, vous êtes tous autorisés par défaut à faire un peu ce que vous voulez. Et si vraiment vous allez trop loin, on va vous envoyer à la CNIL pour vérifier si c'est vraiment légitime ce que vous avez fait, et si ce n'est pas le cas, on va vous l'interdire. Donc on est vraiment dans une très grande incertitude sur qu'est-ce que c'est que la liste des finalités légitimes qui justifie de surveiller la population. Alors nous, notre position politique, elle est simple, c'est que tant qu'on n'a pas conduit ce débat jusqu'au bout, tant que la loi ou que leur consensus scientifique ou autre n'a pas arrêté très clairement que surveiller la population, par exemple, pour lutter contre une forme de maladie rare est légitime et raisonnable, tant que ce consensus n'est pas là, le traitement doit être interdit, l'analyse doit être interdite. Quand c'est pour faire du traitement publicitaire, tant que la loi n'a pas dit que le traitement publicitaire, ça justifiait de surveiller toute la population, ça doit être interdit par défaut, et qu'en fait, tous les traitements, toutes les analyses devraient être interdites, vu qu'il y en a très peu sur lesquelles il y a eu un consensus et une décision, et que la seule façon de contourner cette interdiction serait avec le consentement des gens. Donc le consentement des personnes n'intervient qu'à la fin, quand on pense qu'une finalité n'est pas légitime, qu'elle est dangereuse, parce qu'il n'y a pas eu encore de consensus, on peut demander aux gens de prendre le risque sur eux, de dire d'accord, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur le risque qu'il y a, mais moi j'accepte de façon désintéressée de vous aider à conduire cette recherche ou de vous aider à développer ce produit Uber ou Google ou quoi que ce soit. Et donc un dernier point sur le consentement, qu'on voit qu'intervient juste en dernière exception. Évidemment, il faut que celui-ci soit donné de façon parfaitement désintéressée.
il ne faut pas qu'il soit contraint de différentes façons, il ne faut pas qu'il soit contraint de façon économique. Donc typiquement sur Facebook, bon, plutôt on va prendre l'exemple de Gmail. Gmail, soit vous êtes tracé, soit vos messages et vos métadonnées sont analysés pour faire du fichage, et à ce moment-là vous avez accès au service de façon gratuite, soit vous payez un service professionnel, là vous n'êtes pas surveillé. On voit très bien que là, le consentement qui est donné dans le premier cas à l'analyse de toutes vos communications, il est donné sous la contrainte de devoir payer de l'argent dans l'alternative. Donc c'est pas un consentement désintéressé, c'est pas un consentement libre, c'est un donné personnel depuis le règlement de 2016, ça va être quelque chose qui va être considéré comme non libre et non valable. Et évidemment, il faut qu'il soit informé et donné de façon explicite et pas le déduire. Donc si toutes ces conditions sont remplies, alors on peut mettre en place des traitements qui ne poursuivraient pas une finalité reconnue comme légitime. Donc voilà, juste en mot de conclusion, c'est un mouvement qu'on voit beaucoup dans les smart cities ou dans tous les services nouveaux qu'on voudrait présenter comme révolutionnaires. En fait, c'est des entreprises privées qui vont faire des grosses bases de données pour des intérêts purement personnels et purement égoïstes à la base, et qui après vont mettre ça, vont dire aux services publics ou aux chercheurs, ah regardez, vous pouvez venir accéder à mes données, regardez comme je suis sympa, et en échange vous me permettez de mettre encore plus de capteurs dans vos villes. Il faut vraiment que tous les chercheurs et toutes les administrations réalisent que ce travail de collecte de données, ils peuvent le faire eux-mêmes de leur côté, et qu'en acceptant ces accords avec l'entreprise privée, non seulement elles se vassalisent à leur modèle économique, mais en plus elles justifient et légitiment le fait qu'à la base elles aient recueilli toutes ces données pour faire la surveillance de masse économique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on a commencé à rentrer dans le dur, hein, finalement, et dans des applications et des questionnements très concrets qui concernent très directement les chercheurs. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc on va peut-être prendre 5 minutes là tout de suite pour des questions dans la salle qui concerneraient les demandes de précision sur les deux interventions. Puis je propose de garder du temps pour un débat un peu plus sur le fond après l'intervention de François Pellegrini. Mais d'ores et déjà, si vous avez des questions ponctuelles ou de précision, n'hésitez pas à lever la main. Oui. Alors peut-être le micro, effectivement. Oui, bonjour, je voulais juste poser une question parce que je n'ai pas très bien compris quelque chose sur le plan juridique. C'est donc donc les données sensibles étaient interdites, mais ce que j'ai compris, c'est que ces interdictions s'appliquent aux données personnelles et donc qui ne sont pas anonymes. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas de données anonymes? Est-ce qu'on a le droit, enfin, si on a l'impression qu'on a vraiment une enquête qui garantit l'anonymat, est-ce qu'on a le droit de poser des questions à caractère économique? Merci. Merci. Oui, j'ai peut-être pas été assez claire, mais en fait, la loi ou le cadre de protection des données, elle ne s'applique qu'aux données à caractère personnel et ça exclut des données qui seraient anonymes. Par contre, ça rejoint un petit peu le propos d'Arthur Messot sur l'anonymisation et la difficulté d'assurer qu'une donnée soit réellement anonyme. Et ça implique quand même une analyse vraiment du questionnaire et des données de manière générale qui ont été collectées pour s'assurer, ou qui seraient collectées pour s'assurer qu'elles sont effectivement anonymes et qu'il n'y aurait aucune façon de remonter à la personne concernée. Et c'est pas toujours très évident. En tout cas, les exemples donnés le prouvent aussi. Mais à partir du moment où c'est une donnée anonyme et qu'il ne vous est pas du tout possible de remonter à la personne concernée, la protection des données à caractère personnel ne s'applique pas. Ça perd son caractère de données à caractère personnel. Pour des données anonymes, en tout cas, le cadre de protection des données ne s'applique pas. Retenez ça. Bon, je ferai après, moi. Oui, c'est pour ça, les statistiques ethniques. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec des données justement sensibles, ça a été rappelé. Les statistiques ethniques et autres sont même anonymes, puisque une statistique est censée être anonyme, sont également fortement encadrées. Je vais continuer sur anonyme
par exemple, on peut récupérer un fichier RH sans le nom de tous les enseignants, disons, de France, sans le nom des personnes, Non. sans leur nom humaine, Non. et avec le numéro d'établissement. Non, mais c'est couillon parce que les questions à l'avance, j'en reparlerai dans mon. D'accord. Voilà. Alors, donc, la question que j'avais en tête, c'est quoi l'intérêt public là? Parce que il est interdit de récolter des données sensibles, sauf avec le consentement des personnes ou dans l'intérêt public. Mais qu'est-ce que c'est que l'intérêt public? En fait, ce sera une analyse au cas par cas. Et donc, c'est aussi ça la problématique. Ça rejoint la problématique de la finalité qui doit être légitime et aussi de savoir sur quelle base juridique on se porte. C'est difficile de vous répondre de manière générale c'est quoi un intérêt public, mais par exemple, des études qui porteraient dans la recherche médicale, par exemple, on pourra considérer, alors même qu'il n'y aurait pas de consentement des personnes, on peut considérer qu'il y a là un intérêt public et légitime de santé publique à mettre en œuvre une telle recherche. Du coup, un cas concret, il y a depuis 2 ans des appels à projets pour travailler sur l'islam en France qui sont financés par le Bureau des cultes, hein, mais mis en œuvre par des labos, CNRS, des choses comme ça. Donc nous, on bosse pour le labo dans un cadre qui est un cadre de recherche et récoltant des données donc, par entretien. Ensuite, le commanditaire demande des précisions sur les associations ou du moins sur les communes dans lesquelles on a enquêté. Voilà, assez bêtement. Donc là, l'intérêt public, il est où? C'est-à-dire que, et après, on retrouve là dans Mediapart un ancien du bureau des cultes qui s'exprime sur Tariq Ramadan, machin. Donc là, on comprend comment ils ont travaillé sur les associations et quel type d'informations ils ont récolté. Il y a 2 définitions d'intérêt public. Il y a celui du bureau des cultes qui est rattaché au ministère de l'Intérieur, et il y a celui de la recherche en sciences sociales, et apparemment, on ne défend pas le même intérêt. Alors, en fait, le problème que vous dénoncez là, c'est qu'on ne sait pas en fait. On ne peut pas vous répondre. Et c'est tout le problème de la loi. La loi, autant au niveau européen que français, elle n'a pas voulu vous répondre. Elle a voulu dire, mais on verra. Faites, et puis après, la CNIL viendra voir au cas par cas et dira, ah ben ça c'est intérêt public, ça c'est pas intérêt public. Et vraiment, en termes de droit et de protection des libertés fondamentales, c'est dramatique comme situation ça. Comment? Pas d'accord. Ah bah d'accord. Non, je pense. Alors, on va répondre, mais juste, je reviens, moi, dans votre exemple, qui est un exemple concret, c'est intéressant, j'ai l'impression surtout qu'il y a 2 traitements. C'est-à-dire qu'il y a le premier, qui est la recherche qui est menée et qui peut être menée effectivement dans un intérêt public légitime, d'après ce que vous décrivez. Et ensuite, il y a la question aussi de la transmission de ces données ou des résultats, en tout cas qui comportent encore des données à caractère personnel à un certain niveau, à un tiers ou au commanditaire. Et ça, c'est là où je pense qu'on n'est pas d'accord. C'est une attention qui est portée par la CNIL en amont, de manière générale, sur la manière dont le traitement va être mis en œuvre et ce qu'il comporte comme intérêt public, et s'il apparaît effectivement être un intérêt public, il y a une analyse qui est faite. Et en deuxième point, si le commanditaire demande à ce que des données soient remontées, il y a aussi une analyse qui va être faite par les services de la commission et la commission elle-même dans certains cas, pour déterminer si cette transmission elle est légitime, elle semble sécurisée et qu'elle ne risque pas, in fine, de porter atteinte au préjudice des personnes et même à l'intérêt public qui était initialement poursuivi. Si, en amont. Parce que justement, dans ce que vous décrivez, ça a bien été dit par Sophie, c'est qu'en fait, là, on est limite dans la récupération de données collectées pour une finalité, pour une autre finalité. Et donc, si c'est pas encadré, ça s'appelle détournement de finalité. Et là, effectivement, on n'est pas content. Donc, mais voilà, mais c'est que de toute façon, au départ, il y a un encadrement qui doit être fait du traitement. Et la responsabilité du responsable du traitement, c'est de ne pas laisser fuir les données. Donc, il faut savoir résister à des demandes de cette nature-là, quand elles ne sont pas justement, elles aussi, encadrées et respectant les principes qui ont été posés initialement sur le traitement de la donnée personnelle. Sauf quand c'est compatible, et ça, c'est parce que c'est bien non plus.
Non, mais ça, non. Alors, juste pour répondre à la remarque sur pas a priori, il n'y a pas de contrôle de la CNIL a priori, encore aujourd'hui, à droit constant, il y a un régime d'autorisation préalable qui d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on entend, mais qui bloque un certain nombre de recherches. Mais ce régime de formalité et d'autorisation a justement pour but d'aller examiner toutes les modalités et la finalité qui est poursuivie pour déterminer si l'intérêt est effectivement légitime, l'intérêt public est effectivement légitime, et ensuite si les modalités semblent pertinentes, les données, la transmission, etc. Donc c'est un contrôle qui est fait a priori. Après, il peut y avoir des contrôles a posteriori, mais on est sur un autre plan. Je vais juste apporter une petite précision sur ce sujet. C'est que vous tombez sous le coup d'une autre loi. C'est-à-dire que vous êtes un institut CNRS, vous êtes un établissement public. La collecte de vos données sont des archives publiques. Vous les transmettez à un ministère, c'est l'État. Donc ça reste des archives publiques. Je l'expliquerai cet après-midi, mais à partir du moment où c'est collecté par un établissement public, ça rentre dans le cadre des archives publiques et vous ne pouvez pas empêcher le ministère de le réutiliser. Je suis pas d'accord, c'est des données personnelles. Ça reste des données Ou personnelles. du moins très difficilement. Je veux dire, on tombe sous le coup de la loi des archives et après Il y a une durée. on entre dans le problème de la communicabilité des archives et la réutilisation qu'on peut en faire. Et là, on est encore sous un autre domaine. Je vais dire.